On va commencer, si vous le voulez bien, on va parler des agriculteurs, on va parler de beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est Emmanuel Macron qui a prononcé aujourd'hui son discours devant les ambassadeurs. C'est une tradition politique française. Pour la première fois, il a parlé de Boualem Sansal et il a dit, et je vais vous laisser écouter les mots qu'il a prononcés, moi ça m'interpelle, il dit « L'Algérie se déshonore à retenir dans de telles conditions un citoyen français dans ses geôles ». Écoutez Emmanuel Macron. J'ai une pensée singulière pour un combattant de la liberté, écrivain, franco-algérien, qui est Boualem Sansal. Il est détenu de manière totalement arbitraire par les responsables algériens. L'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires entre dans une histoire qui la déshonore, à empêcher un homme gravement malade de se soigner. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Et nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, je demande instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansal. Voilà pour Emmanuel Macron, nous qui aimons le peuple algérien et son histoire. Il fait la différence évidemment entre les dirigeants algériens, Louis de Ragnel, et le peuple algérien pour demander cette libération. On espérait que la France la demande de façon aussi officielle et claire et nette. Voilà, ça intervient de manière un peu tard pour les amis de Boualem Sansal, parce qu'on aurait aimé entendre une réaction beaucoup plus vive. Et puis, et surtout, ces propos sont à mettre en relation avec ceux qu'Emmanuel Macron tenait au début de son premier quinquennat, où il expliquait sans cesse que c'était ses amis les Algériens, le président Tebboune était quelqu'un de tout à fait respectable, avec qui il fallait dialoguer et discuter. Et on a l'impression que Emmanuel Macron, juste avec l'emprisonnement... Le président algérien l'a traité d'imposteur, c'est ça, le président Macron, là, fin décembre. Hein. Absolument. Et puis, c'est assez régulier, parce que en fait, le carburant électoral interne... en Algérie, c'est de cracher son venin sur la France en permanence. Oui. Donc, c'est la première fois, en tout cas, qu'Emmanuel Macron... au pouvoir fait que ça, oui. Emmanuel Macron a un regard critique sur l'Algérie. Et je me souviens simplement, moi, des réactions à l'Élysée, quand pendant des années, on expliquait ce que dit aujourd'hui Emmanuel Macron. Et on était à chaque fois, on se faisait reprocher d'être des rétrogrades, de ne pas regarder l'avenir, de ne pas aimer les Algériens. Enfin, Emmanuel Macron est devenu lucide sur la question algérienne. Eric. Oui, il est loin le... Emmanuel Macron félicitait le président Tebboune pour sa réélection. Vous vous souvenez, il l'a fait. Mais ce qui est quand même sidérant, pardonnez-moi, sur la façon dont Emmanuel Macron mène sa diplomatie au Maghreb, c'est qu'on a l'impression que quand il commet une boulette, pour la rattraper, il commet une autre boulette. Vous voyez, j'entendais Vincent Hervouet ce matin sur CNews qui dit, mais... Chez Pascal Praud, il était excellent. Est-ce que c'était bien le moment de reconnaître le Sahara occidental ? C'est une vraie question, vu les relations qui se dégradaient avec l'Algérie. Après... je pense que Tebboune nous a menés par le bout du nez, si j'ose dire, pendant des mois et des mois. Vous savez, le nombre de fois où il a annulé des visites officielles en France, le nombre de fois où il s'est servi de la guerre d'Algérie comme une rente mémorielle pour nous faire marcher au pas saccadé. Bon, je pense que le président a raison de dire ne confondons pas le peuple algérien et le pouvoir algérien, mais là, c'est quand même le service minimum et qui arrive bien tard pour Boualem. Gauthier, vous êtes d'accord avec ça ? Sur le service minimum, oui. Sur la reconnaissance du Maroc sur le Sahara occidental, je pense qu'il a bien fait, le président de la République. Il avait réussi l'exploit jusqu'ici d'être fâché à la fois avec les Algériens et les Marocains. Et la Tunisie. Voilà, donc normalement on avait dans le passé un président qui favorisait l'Algérie quand il était plutôt de gauche ou un président qui favorisait le Maroc quand il était plutôt de droite. Là on était fâché avec tout le monde. Bon, on se réconcilie avec les Marocains. Mais je suis d'accord avec vous par contre sur la deuxième partie de votre intervention, Eric, c'est tiède. C'est très tiède sur l'Algérie. Et puis surtout, ce ne sont que des mots. Pourquoi ne pas prendre des mesures de rétorsion à l'encontre de l'Algérie, que ça soit pour Boualem Sansal ou pour le non-respect des obligations de quitter le territoire français. On a encore eu un exemple avec ces braqueurs de pharmacie, de taxis qui sont remis en liberté. On va parler des influenceurs. Là, on y vient. Un petit mot de Rachel. C'est pas Emmanuel Macron du tout, les influenceurs. Oui, ok. Rachel. Moi, je ne trouve pas que ce soit tiède. Je trouve que c'est peut-être tard, mais c'est quand même important que le président se soit exprimé, notamment pour ses vœux à la diplomatie française. Chaque jour de détention de cet écrivain est un scandale, mais un scandale absolu. Après, j'ai l'impression que nous avons presque une responsabilité collective, c'est-à-dire comment l'Algérie peut se permettre ça, presque 2 mois de détention arbitraire d'un homme malade de 80 ans, avec donc des traitements inhumains et dégradants. Malheureusement, on a toute une classe politique, en revanche,
qui ne dit rien, avec un silence abyssal à faire le terreau, d'une idéologie morbide. Rachel, une chose sur la responsabilité collective. Ça fait quand même plus de 30 ans qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui dénoncent justement l'inaction des politiques français, qui dénoncent la collusion avec la peur du régime algérien. Il y a de nombreuses campagnes présidentielles des candidats de droite qui ont voulu remettre en question les accords déviants, les accords entre l'accord franco-algérien qui permet... Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Allez. Ça fait des années qu'on dénonce le fait que Alger refuse de délivrer des laissez-passer consulaires. Enfin, il y a quand même un certain nombre de gens qui ont été, entre guillemets, des lanceurs d'alerte qui étaient disqualifiés. Alors, ah voilà, bon, c'est ce que disait Rachel. Les deux piliers, finalement, de la politique française vis-à-vis de l'Algérie, et Emmanuel Macron, finalement, a illustré l'un et l'autre alternativement. Il y a d'une part une forme de naïveté, parce que pourquoi n'est-il pas intervenu plus tôt en faveur de Boualem Sansal? Parce que dans un temps, les autorités françaises ont considéré que ça ne serait pas un service à rendre à l'écrivain en accréditant finalement la tête de l'Algérie. Ils ont tenté la négociation secrète, j'imagine. Oui, mais sauf que c'est là où c'était de la naïveté, puisque de toute façon, la réaction de l'Algérie était malheureusement éminemment prévisible. Donc il y a la naïveté d'une part, et l'autre c'est la peur, parce qu'il faut bien voir que les responsables politiques français vivent dans la peur par rapport aux opérations de déstabilisation que le pouvoir algérien ne cesse d'entreprendre sur le territoire français. Il y a les influenceurs, mais les Algériens ont toujours conservé des réseaux en France, via notamment la Grande Mosquée de Paris, pour pouvoir, quand ça leur convient, peser sur les élections ou provoquer X ou X troubles dans l'opinion. Et donc les responsables politiques français ont aussi peur vis-à-vis de l'Algérie. Mais enfin, comme le dit le vieux dicton, la peur n'évite pas le danger de toute façon. Sur des propos qui vous engagent, Jean-Sébastien Ferjou, je n'ai pas d'informations sur le fait que la Grande Mosquée de Paris ait activé le moindre trouble. Que le pouvoir algérien ait conservé des réseaux en France pour pouvoir justement maîtriser la communauté algérienne. Alors ça ne veut pas dire que les Algériens en tant qu'individus... Non, mais moi je distingue la communauté et les franco-algérienne d'abord, française aussi. Des Algériens qui soient de nationalité française ou qui soient de nationalité algérienne vivant en France. Mais enfin, c'est un fait établi que ces réseaux-là existent et que l'Algérie en tire les ficelles pour continuer. Erdogan le fait aussi avec la communauté turque. Okay. Non, mais au-delà des mots, c'est vrai que la réaction est quand même tiède du président de la République. Hier, vous avez le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui avait marché sur un chemin qui était intéressant. Il ne parlait pas des accords de 68, il parlait de l'accord cadre entre la France et l'Algérie qui date d'il y a 3 ans. Et il a dit, le ministre des Affaires étrangères, j'ai un doute sur le fait que les Algériens le respectent. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais peut-être que le président de la République aurait pu aller un peu plus loin en disant, puisqu'ils ne respectent pas cet accord diplomatique, humain qu'on a signé avec eux, eh bien, on va le remettre en cause. Je ne parle pas de 68. Non, mais le problème, c'est que c'est tellement cet accord. Vous voulez que je vous dise rien. Il se passe rien. Le problème, c'est qu'à force de tarder systématiquement, Emmanuel Macron se met dans une situation dans laquelle il peut quasiment plus avoir de discours d'autorité. Pourquoi ? Parce que s'il avait été trop dur avec Alger s'en serait servi comme prétexte pour dire vous voyez bien, ils veulent, ce sont ces propos-là qui font que Boualem Sansal va rester jusqu'à la fin de ses jours dans les geôles algériennes. Mais moi, ce que je reproche au président à chaque fois, c'est vraiment de toujours tarder, de prendre beaucoup trop de temps. S'est mis dans cette situation c'est lui, c'est Emmanuel Macron. Quand il dit bien sûr. La guerre d'Algérie est un crime contre l'humanité, quand il fait campagne la première fois, ensuite il dit des années plus 2016. tard, le pouvoir en place s'en sert comme une rente mémorielle. Et après il fait le rapport Stora, bien sûr. Et après il fait le rapport Stora. Rachel, la question de l'entrisme des influenceurs, de ces influences d'idéologie morbide, c'est pas que du fait d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que je parlais de responsabilité collective. C'est que les lanceurs d'alerte, etc., ne sont pas non plus épaulés par l'ensemble des leaders politiques. Et à contrario, il y a des influenceurs extrêmement toxiques sur les réseaux sociaux. Il y en a 3 Algériens, dont 2 sous OQTF, qui ont été interpellés en France en quelques jours, le dernier à Grenoble. On fait le point avec Célia Barotte, et puis on en débat sur cette influence, ces appels quasiment au meurtre, et qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Ils se présentent comme influenceurs et sont désormais dans le viseur de la justice pour leurs déclarations tenues sur les réseaux sociaux. À l'issue de sa garde à vue, l'Algérien sous OQTF Zazou Youssef est poursuivi pour apologie publique d'un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. En attendant d'être jugé le 24 février prochain, il a été placé en détention provisoire. C'est notamment grâce à l'activiste politique algérien Chaouki Benzera que les autorités ont été alertées. On est sur une campagne organisée par le régime algérien. Organisé par des relais du régime algérien en France. Ce régime est en train d'essayer de déstabiliser la France. Il y a une campagne de terreur. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer l'alerte. Même cas également à Montpellier, où le maire Mickaël Delafosse et le préfet de l'Hérault ont réalisé un signalement suite à la publication d'une vidéo sur TikTok d'un homme utilisant le pseudo Ami Boualem DZ. Ce dimanche, il a été interpellé et placé en garde à vue pour provocation publique et directe et non suivie des faits
à commettre un crime. Ces 3 influenceurs encourent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Voilà, et celui qui a été interpellé à Grenoble a été placé en détention provisoire cet après-midi dans l'attente de son procès qui se déroulera au mois de mars. Il est poursuivi pour provocation directe à un acte terroriste pour des propos tenus sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement grave. C'est une affaire de déstabilisation de notre pays, Gauthier Lebret. Alors, la question, et pour le moment on n'a pas la preuve, c'est est-ce qu'il y a le bras de l'Algérie derrière ces influenceurs qui appellent au meurtre, qui ont des discours très hostiles à la France? Ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, je note que dans le lot, il y en a 2 qui sont sous OQTF. Donc on revient toujours à cette même histoire de la non-application des OQTF. Ça s'appelle obligation de quitter le territoire français. Ça n'a d'obligation que le nom. C'est toujours ce fameux dossier. Et comme Boualem Sansal, je suis désolé, mais on pourrait prendre des mesures de rétorsion, couper les transferts de fonds, empêcher que l'élite de ces pays vienne se soigner en France, diminuer drastiquement comme on l'a fait. Mais c'est toujours pareil, c'est une histoire de bluff, c'est à qui va céder le premier. Et c'est la France qui a cédé la première quand Emmanuel Macron avait baissé de moitié les visas donc pour les Algériens. Donc c'est toujours le même dossier. Et donc quand vous avez d'un côté Bruno Retailleau qui fait des signalements au parquet pour que ces hommes soient interpellés, et qu'au même moment vous avez un discours d'Emmanuel Macron qui rappelle son attachement au peuple algérien, c'est pas tout à fait la même ambiance entre les 2 hommes. Et reste ce dossier. Oui, mais il fait la différence avec les dirigeants. Oui, bien sûr. Gauthier. Évidemment qu'il fait la différence. Mais et je voulais rappeler, c'est à Louis Dragnel qu'il avait dit qu'il allait appliquer 100% des obligations de quitter le territoire français. C'était quand? En 2019. Voilà. Oui, absolument. On est à 10%. Bon, Marc, toi, le mot de synthèse de la fin. Oui, synthèse rapide, c'est-à-dire que déjà, c'est vrai que dire tout et son contraire, Emmanuel Macron, il est très fort. Dans tout un point de vue, d'un point de vue économique, social, géopolitique, etc. Donc ça fait pas très sérieux, effectivement. Ça donne pas justement une vision du monde. Et les Français, ils ont besoin d'un patron avec une vision du monde, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Ensuite, effectivement, je pense au peuple algérien. Vous savez que Touati, ça vient d'Algérie à la base. C'est un ensemble d'oasis, celle de Touat, ça vient de là-bas. Effectivement, mes parents sont nés en Algérie. Bon, l'Algérie était française, évidemment, à l'époque, donc on était français. Mais c'est vrai que moi, je pense beaucoup au peuple algérien parce que je me dis, regardez, le Maroc, il s'est énormément développé. L'Algérie a une puissance, je dirais, d'un point de vue économique, d'un point de vue des matières premières, qui est énorme, potentiel, et qui malheureusement est gâché. Et donc là, on voit bien, encore une fois, comment, là je reprends ma casquette d'économiste, comment on peut gâcher un pays. C'est-à-dire que l'Algérie, effectivement, après l'indépendance, aurait pu devenir une très grande puissance économique. Et malheureusement, parce que justement, elle a été gérée, c'était l'URSS qui, à l'époque, effectivement, a mis son grain de sel, puis aujourd'hui, ça n'a malheureusement pas changé avec les généraux et autres qui bloquent le pays. Donc c'est ça, je pense qu'il faut dire aujourd'hui, il faut réconcilier, effectivement, les Algériens avec leur propre pays. Et si aujourd'hui, effectivement, voilà, il faut que l'Algérie se développe aujourd'hui. Et j'ai envie de dire effectivement à tous nos amis algériens qui veulent du mal à la France, c'est pas le but. Aujourd'hui, on doit être entre guillemets, on doit penser ensemble. Et c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux. Et tous ces réseaux sociaux, etc. Moi, m'inquiète puisque ce n'est pas le message qu'on doit effectivement véhiculer. Il faut apaiser. Et aujourd'hui, on met de l'huile sur le feu. Éric, vous voulez dire un dernier mot, Rachel? Ou alors on fait la pause et on reprend le débat. Ne doivent pas être influencés, les influenceurs algériens, par le pouvoir algérien. Non, je posais la question. Non, mais moi je vais vous dire, ce qui m'a frappé quand même, c'est le contexte dans lequel est intervenu ces attaques verbales sur les réseaux sociaux de ces influenceurs. C'est intervenu quelques jours après un discours extrêmement rude, extrêmement dur de Tebboune à la nation algérienne. Relisez ce qu'il a dit. C'est d'une violence incroyable sur la France, contre la France. Et je ne veux pas croire que ça soit simplement un hasard, si vous voulez. Maintenant, Tebboune, il accuse aussi la France de déstabiliser son pays. Dans son discours, il accuse la France. Moi, je pense surtout qu'il profite de la fragilité politique du chef de l'État et de la France sur ces sujets. Voilà. Et d'ailleurs, le troisième qui a été donc arrêté le plus récemment, qui a été signalé par le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, le troisième, il s'en prenait, il appelait au meurtre à des opposants du régime algérien. Là, ça relance Rachel, dernier mot. Non, tout le monde a un dernier mot. Régime algérien derrière. Soit on fait la pause, soit on arrête le débat. C'est comme vous. Allez-y. Ok. Alors, sur la question de l'influenceur, moi déjà, je me pose cette question de comment c'est possible que des personnes aient ce genre de message. C'est-à-dire, en fait, c'est une idéologie totalement archaïque de haine de l'Occident, antisémite, anti-démocratie, anti-laïcité, d'une haine de l'Occident absolu, qui aujourd'hui est complètement banalisée de toute façon, même ici. C'est-à-dire qu'il y ait en fait un lien avec le régime algérien ou pas, de toute façon, on sait que ces personnes-là ont un public, vu le nombre de followers qu'ils ont. Les 400 000 followers d'un des influenceurs, c'est qu'il y a une
création de ce besoin que cette idéologie-là entre au sein de notre Allez, petite pause.